Salam alaikum, Azul, bonsoir. Les régimes prédateurs font tout et usent de tous les subterfuges pour se donner l'apparence d'État honorable. Et le comble est que bien souvent, ils parviennent à tromper beaucoup de monde sur leur véritable nature. Ils parviennent surtout à mystifier ceux-là même qui souffrent le plus de leur turpitude et qui pourtant les défendent bec et ongle. Ce qui distingue un État, dans le véritable sens du terme, d'un régime qui croit tromper le monde en cachant sa nature sous des oripeaux institutionnels, du verbiage, du cérémonial et des conférences de presse, ce ne sont pas les lois et règlements, la Constitution, les partis politiques, le drapeau, les uniformes, les médias, puisque la première des préoccupations d'un régime illégitime est justement de se doter de toutes ces institutions, de tous ces apanages, de tous ces protocoles, de toutes ces simagrées procédurales et de tout ce qui peut lui permettre de s'affubler des dehors d'un véritable État pour pouvoir tromper l'ennemi. L'ennemi qu'est son propre peuple, celui à qui il a volé sa souveraineté sur son propre pays. C'est bien pour cela que les régimes prédateurs ressemblent à tout point de vue, ne serait-ce qu'en façade seulement, aux États démocratiques, et c'est pour ça qu'ils sont dotés des mêmes institutions et semblent fonctionner strictement de la même manière, avec des ministères, des ambassades, des hymnes nationaux et des tapis rouges. Jugés sur leur dehors, mais leur dehors seulement, ils sont les avatars des États qu'ils cherchent si obstinément à singer. En réalité, et là où s'arrête la comparaison et les douteuses incarnations, et tout particulièrement, se trouve tout particulièrement dans deux pratiques de la vie politique qui distinguent le régime prédateur de l'État vertueux. Le premier, le régime prédateur, parce qu'il lui est systématiquement et strictement impossible de les appliquer, ces deux pratiques. Et le second, l'État vertueux, parce que sans la présence de ces deux pratiques, il redeviendrait lui aussi un régime prédateur, une coquille vide, ce qui serait anomique. La première de ces deux pratiques est dans les élections, dans la manière avec laquelle elles se déroulent et dans leurs objectifs recherchés. Pour un État de droit, ce sont des élections libres, honnêtes, transparentes, calibrées au moindre petit détail, organisées de façon à pouvoir réellement exprimer la volonté populaire, des élections qui ne laissent aucune possibilité de la détourner, cette volonté populaire, par le biais de la fraude organisée. La seconde de ces pratiques, et qui distingue aussi la nature profonde de l'état de droit, est dans l'application de la loi, de la façon la plus rigoureuse qui soit, sans que quiconque, serait-il au plus haut sommet de l'État, ne puisse la contraindre ni y influer. Et si très exceptionnellement ceci pourrait survenir, ce serait alors et systématiquement un scandale
qui provoquerait la clameur publique, qui secouerait toute la nation et qui appellerait tout naturellement à l'intervention très rigoureuse de la justice, du pouvoir judiciaire. Côté régime maintenant, côté régime illégitime, genre de celui qui tient l'Algérie, c'est la dégénérescence et la déchéance de ces deux pratiques qui fondent sa nature même, en fait. Les élections n'y sont présentes que par la fraude électorale, le bourrage des urnes, la désignation des futurs élus, en fait, une façade institutionnelle dont elle procède. Mais seulement une façade institutionnelle, une façade en trompe-l'œil. Les élections se tiennent régulièrement pour donner justement du régime l'image d'un État de droit. Et elles sont régulièrement, mais alors très régulièrement, l'objet d'une fraude systémique et systématique pour pouvoir placer à la tête des institutions les agents et clients du même régime, tout particulièrement les députés, les sénateurs et le président de la République. Il en est de même pour la loi, et il est très intéressant de noter que le régime met beaucoup de formes et toutes les procédures nécessaires pour donner à croire que ce sont de vraies lois, une vraie constitution, de vrais décrets. Et il va, ce régime, jusqu'à les faire voter à l'unanimité par un Parlement totalement fabriqué par la fraude. Mais c'est au niveau de l'application et du respect de la loi que ressort alors et à ce moment la vraie nature du régime. En Algérie, par exemple, les lois ne sont pas appliquées. Et je dirais même qu'il est quasiment impossible de les appliquer, même si le régime qui les a faites ne les violait pas lui-même, en commençant par sa constitution. Il est impossible de les appliquer, parce que ces lois sont très artificielles, très artificieuses, et ne tiennent aucun compte de la nature du régime qui ne pourrait pas survivre si ses propres lois étaient appliquées. Je vais donner un exemple. Le code sur les marchés publics. Il a été élaboré de façon très sérieuse par de vrais experts. Il a même été copié un peu sur le code des marchés publics français, comme les autres lois, comme les autres grands règlements. Il a été élaboré de façon à empêcher et à réprimer la corruption, la malfaçon fautive et le non-respect des délais, entre autres points. Mais il ne peut pas être appliqué, puisque les marchés publics sont un moyen parmi d'autres, un moyen puissant parmi d'autres, pour le régime de distribuer des parts de la rente à certains de ses plus importants clients. Il ne peut donc pas empêcher sa propre nature de s'accomplir. Il ne peut pas priver ses relais, ses remparts, de leurs privilèges, et encore moins les réprimer. Cela n'est praticable que dans des cas précis, lorsque ce même régime a besoin de régler ses comptes avec certains de ses membres, de ses relais, qui doivent être éjectés de leurs charges. Alors là, oui, la loi est appliquée, et dans toute sa rigueur. Il n'y a qu'à aller faire un tour à Al-Harrach et d'autres prisons pour s'en convaincre. La différence fondamentale qui existe entre un État vertueux et un système prédateur n'est donc pas dans la seule légitimité populaire. Elle est aussi dans le
vol des voix et dans le viol des lois. Pouvoir public algérien entre carence et gesticulation. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi mes amis Mourad Yefsah, militant politique. Mourad, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Économiste, fondateur de l'Algérie droit devant. Je suis... Ah non, pardon, non, c'est pas moi. Pardon, militant politique. Je suis donc membre fondateur du comité de citoyens algériens en France pour une assemblée constituante souveraine. Je suis consultant senior en système d'information. Comme l'a dit, comment ça s'appelait déjà, Fadel Lamamra, pour dire je bats ma coulpe, mais à culpa. À l'époque, elle avait dit je bats mon poulpe. Ex-ministre Lévy. Elle a dit je bats, il faut arrêter de battre son poulpe. Alors moi, je bats mon poulpe. Lies Jbaili, économiste et donc fondateur de l'Algérie droit devant. Lies, merci d'être là. Je vous remercie de ton invitation, Jamel, et je remercie les téléspectateurs qui nous suivent. Merci. Alors, nous allons recevoir d'autres amis pour de courtes interventions depuis l'Algérie et le Canada. Je les présenterai tout à l'heure. Mais avant, nous allons recevoir un militant hirakiste très connu en Algérie et qui a dû, comme beaucoup d'autres jeunes de ce pays, malheureusement, s'arracher de sa patrie, de sa terre-mère, pour se jeter sur les routes amères de l'exil. Il a débarqué en Espagne, il a été arrêté par la garde civile, et il est dans un centre de rétention. Alors nous, pour éviter que ne se reproduise le cas de Mohamed Abdallah Rabbi Tlaq Srahou, donc nous avons réussi à prendre contact avec notre compatriote Mohamed Hamali, راهو معانا راهو dans un centre de rétention في مركز حجز pour les immigrés clandestins et il a pu nous parler au téléphone. Il va être avec nous en Skype ou je crois en Skype. Mohamed au téléphone. Mohamed Hamali, مرحبا بك خويا العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتي لكل الأحرار أينما كانوا في الداخل والخارج، وأشكر بالأخص كل الطاقم التقني قناة المغاربية وكل الموظفين. أشكركم كثيرا يعني على حرصكم وعلى جهدكم من أجل نصرتي ونصرة كل المظلومين. بارك الله فيك سي محمد. لا انت معروف يعني حراكيست، درت الحبس في الجزائر في بليد اللهم اعلم 6 شهور اذا راه مانيش غلط. في تيزي وزو. في تيزي وزو 6 شهور حبس. نعم 8 شهور حبس. 8 شهور. ومن بعد ثم علاه هربت من الجزائر؟ علاه دخلت مع خاوتك الحراقه يعني وخطيت بلادك؟ يا أخي قبل يعني أن نحكي قبل يعني واش هي الأسباب. نعم واش هي الأسباب اللي خلتني باش نجي. يعني على كل حال في هذه الساعة يعني نحكم من الناحية المعنوية والله الحمد لله، وهذا الفضل يرجع لله عز وجل وكل الجالية ورجال الخفاء الحارسين من أجل نصرتي ونصرة كل المظلومين. هذه النقطة الأولى. أما من الناحية القانونية فلله الحمد، يعني هذا الفضل أيضا يرجع لله وكل الجالية التي قامت بهذا الواجب، وبالأخص رجال الخفاء الذي أرسلوا إلي يعني محاميين. المحامية الأولى يعني مكلفة في يعني في مدينة ألميرية، يعني الحمد لله قد تقدمت بالطعن في المحكمة. والمحامي الآخر هو يعني مكلف في يعني هنا في فانوس، يعني الحمد لله قد تقدم إلي المحامي يوم الثلاثاء وأيضا يوم الأربعاء، وتقدمنا بملف اللجوء السياسي الرسمي يعني مع رجال الشرطة. يعني الحمد لله يعني الآن راني دارت اللجوء السياسي الرسمي، داروا معي حوار رجال الشرطة والحمد لله. أما عن هذه الأسباب التي خلت حمادي محمد يهاجر يعني من الجزائر إلى إسبانيا، هناك عدة أسباب، ومن بين هذه الأسباب أيها الأخ يعني عندما شعرت وأحسست بالتهديد المعنوي والتهديد الجسدي، ولهذا فكرت أن أهاجر من بلدي إلى هذا البلد. يعني كنت أظن أن هذا البلد أيضا لا يظلم عنده أحد، لكن يعني عندما وصلت إلى مدينة إسبانيا يعني هناك عدة صفحات ذبابية وعدة أبواق، ومن بين هذه الأبواق المعروفة يعني روجت على أساس أني شاركت في جريمة عين دفلة وأنا بريء، والحمد لله يعني عندي عدة أدلة أني بريء. وأيضا يعني زادوا تهموني على أساس أني مشارك في الحرائق تيزي وزو، والحمد لله يعني في هذه الساعة يعني كل هذه التهم يعني باطلة. يعني الحمد لله يعني ظهر الحق أني كنت بريء، لأن الملف الموجود في محكمة ألميرية يعني ما عندي حتى تهمة. وأيضا يعني حتى يعني كي نتكلموا من جانب القضاء الجزائري أو الجهاز الأمني في الجزائر، يعني القضاء لم يصدر أي تهمة، لم يصدر أي يعني ما كانش موندا داري انترناسيونال كيما مع خونا محمد عبد الله ضدك. ما تسمى هذه بور لو مومون يعني سي جوست دي رومور، دعايات برك، ما كان منها حتى حاجه يعني تثبت باللي السلطات الجزائريه. والله يا أخي أنا يعني عندما كنت في الجزائر يوم 11 أوت نهار اللي مات جمال بن اسماعيل ربي يرحمه، أنا كنت يعني عندي البث المباشر يوم 11 أوت، كنت صباحا 10 صباحا أمام المسجد التقوى في دائرة بخدة، كنت منتظر يعني في قافلة تأتيني من العاصمة، والحمد لله شاركوا معي حتى الأحرار مدينة يعني أبناء مدينة بخدة. يعني مشينا الى ايتياني، وايتياني بعيده على الاربعتيرات حوالي 50 كيلومتر، يعني الاربعتيرات جايه في الشرق وايتياني جايه في الغرب، ووزعنا المواد الغذائيه. وفي المساء يعني في الليل وضعت ايضا البث المباشر ونصحت يعني درت نداء لعقلاء ايتيان الاربعتيرات. يعني هناك بعض الاصدقاء يعني عيطوا لي وقالوا لي محمد كاينه سياره كومبيس متهموه بالحرائق يعني اذيوه، وانا درت البث المباشر. يعني اخي والله كانت عندي عده يعني ادله اني انا بريء من هذه التهم، لكن كما قلت كما سبقا يعني هناك ترويجات وهناك اشاعات يعني ابواق يعني تتهم يعني هكذا. ولهذا انا اقول لك اخي حاليا يعني من طرف القضاء الجزائري لم تصدر اي تهمه، ومن طرف ايضا الجهاز الامني لم يصدر اي تهمه. الحمد لله. احنا نتمناو باللي ما يكون والو ان شاء الله. ودرك راك عندك الهاتف تاعنا، لو كان كش ما كان عيطنا رانا نكونوا في جانبك، والجزائريين كامل يكونوا معك. اخر كلمه كش ما عندك
تسلم على العائلة ولا على خاوتك وفي البلاد؟ لا عندي برك موضوع مهم جدا أؤكده يعني من هذا المنبر. يعني اتهموني على أساس أنا أنتمي وأنا عضو في حركة رشد، وأنا لست في حركة رشد، لكن قناعتي وهناك يعني من يتهم ويروج على أساس أن حركة رشاد هي حركة إرهابية. بل أنا أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أن حركة رشاد بل هي حركة سياسية لها مطالب نفس المطالب التي تطلب كل الشعب الجزائري. يعني حركة رشاد لها مشروع، تريد أن يستقل القضاء في الجزائر، وتريد أن يعيش الجزائري يعني محرر معزز في بلده. يعني حتى باش ما يعقدوناش أخي يعني يفتحوا علينا جبهات هذا النظام. إذا كنت قبائلي فأنت من جماعة الماتش، وإذا كنت يعني مسلم يعني ملتحي فأنت من رشاد. ولهذا حتى باش ما يعقدوناش أنا لا أنتمي، يعني لست عضوا، لكن أنا مقتنع أن حركة رشاد ليست حركة حزبية، بل هي حركة سياسية تريد الاستقلال للجزائر كما أراد كل الشعب الجزائري. وبارك الله فيك سي محمد حمالي. إلى اللقاء إن شاء الله، ربي يجيب الخير ربي يطلق سراحك. إلى اللقاء إن شاء الله. معنا بعض الإخوة avec nous, donc certains amis. Adel Jabbar est avec nous depuis Montréal. Adel Jabbar, observateur politique. Merci d'être avec nous, Adel. C'est moi qui ne cesserai jamais de te remercier pour tes invitations. Merci. Je salue vos invités sur le plateau. J'ai mis un grand bonjour à notre peuple en Algérie et partout dans le monde. Merci beaucoup, Adel. C'est toujours un plaisir de recevoir nos compatriotes de la diaspora au Canada qui sont très mobilisés, très actifs, très présents, très solidaires, mais aussi nos compatriotes d'un peu partout et aussi en France. D'ailleurs, nous n'allons pas tarder à animer une émission sur la solidarité de la diaspora à l'endroit de ses compatriotes du pays. Merci beaucoup, Adel. Alors, que vous inspire ce que vient de nous dire notre jeune compatriote Mohamed Hamali, qui est dans un centre de rétention? Et vous aurez remarqué, il était en train de justifier le fait de ne pas appartenir à Rachad, alors qu'il était en train de nous dire « Mais ne croyez pas quand on vous dit ils sont des terroristes, ce ne sont pas des terroristes ». À tel point, ce régime a réussi donc à semer les germes du doute, de la terreur. C'est une sorte de remake du terrorisme pédagogique auquel il nous avait déjà habitués. Il accuse deux organisations, le MAC et Rachad. On peut ne pas être d'accord avec les deux ou l'un ou l'une des deux, mais il n'y a eu aucune preuve d'aucune sorte que ces deux organisations sont des organisations terroristes. Mais moi, j'ai été un peu étonné de voir notre jeune compatriote nous dire « Vous imaginez un peu jusqu'à quel point ils nous ont terrorisés, j'allais dire? Ce n'est pas cette attitude défensive qui me surprend, bien au contraire, parce que notre jeune frère Mohamed est dans une situation assez difficile. Ce que je relève la qualité du niveau politique qu'ont atteint nos jeunes de cette nouvelle génération. Quand je mets sur la balance Had Shab Hada, ou Kedboun, qui est le pois chiche qui est à la tête. Vous, le président Tebboune, vous l'appelez Kedboun. Hein? Kedboun, c'est un mégalomane qui ne produit que le mensonge. Il n'a jamais rien produit parce qu'il n'a pas d'idée, il n'a pas d'intelligence à produire, il n'a produit que le mensonge et il continue. Donc quand je compare ce jeune avec ce président par accident, quand je compare Brahim Lalami ou Mohamed Tajadit ou d'autres jeunes militants, je suis agréablement surpris. Je viens d'être ébloui par la haute teneur du discours de Mohamed. C'est quelque chose de fantastique. Donc moi, c'est ça qui prévaut dans ma logique, dans ma compréhension, dans mon analyse, et je fais fi de tout ce qui vient d'ailleurs, l'état de tétanisation, de terreur, de sidération dans lequel ils sont en train de plonger le peuple algérien pour leur survie, pour la survie d'un régime dictatorial, ne m'émeut jamais, elle ne me surprend pas du tout. Un régime dictatorial autocratique a toujours besoin
de se créer des ennemis, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il vient de parachever et de reproduire le binôme toxique que nous avions dans les années 92 en nous opposant le fils qu'il avait présenté comme un bouloulou et en face de lui, ils ont opposé le RCD. Aujourd'hui, ils sont en train de nous sortir un autre binôme qu'ils veulent définir ou qualifier comme un binôme toxique, en l'occurrence le MAC et Rached. Moi, j'atteste de l'endroit où je suis que ces deux organisations sont deux organisations politiques non violentes, pacifiques, qui n'ont jamais prôné la violence ou le combat par les armes. Le MAC, avec qui je suis totalement en opposition sur le projet politique qu'il prône, mais je suis de ceux qui disent le MAC en tant qu'organisation politique a totalement le droit d'exister politiquement, et puis ce sera les urnes, c'est au peuple de choisir. Ce n'est pas Chingriha ou Tebboul ou Belhimel ou n'importe qui va dire que le MAC est une organisation terroriste. Il en est de même pour Rached. Rached, à travers Zitoud, qui est la personnalité la plus connue de cette organisation, je n'ai jamais entendu depuis 2 ou 3 ans que je l'écoute. Il a fait 1400 ou 1500 lives. Il n'a jamais parlé de violence, bien au contraire. Son credo, c'est la non-violence, c'est le pacifisme. On dirait Pourtant, Adel Jabbar, dès les premiers incendies les feux de forêt, notamment en Kabylie et un peu partout en Algérie, dès le lynchage ignoble, odieux de notre jeune compatriote Rabbi Yarhamou Jamal Ben Ismaïl, immédiatement après, sans aucune preuve, sans aucune enquête, sans même l'ouverture d'une instruction, ils sont arrivés pour nous dire ce sont le MAC et Rached qui ont allumé les feux de forêt et qui ont fait assassiner ce jeune Jamal Ben Ismaïl Rabbi Yarhamou, qui, rappelons-le, était à l'intérieur d'un fourgon de police. Pas que ça, il manque à votre liste le Maroc, qui n'a rien à foutre de son pays pour venir allumer de la braise. Oui, le Maroc aussi, oui, en effet. Israël aussi manque à l'appel. Donc les Israéliens ont participé à... Moi, j'avais, la dernière fois, au cours d'une émission avec Sebrahim et Idir, j'avais parlé de l'ethnicisation politique du Hirak. Nous nous souvenons tous, depuis le début du Hirak, comment cette junte militaire dictatoriale a tout fait pour nous orienter vers un axe du mal, c'est-à-dire la Kabylie. Pour eux, tout le mal qui se produit en Algérie viendrait de la Kabylie. Vous vous rappelez, à l'époque, dans les premiers mois du Hirak, Gaïd Saleh avait donné instruction aux gendarmes de bloquer tous les bus qui venaient de Kabylie. Les gens venaient passer un week-end pratiquement champêtre chez leurs parents, chez leurs amis à Alger, défiler vendredi et retourner chez eux. Très gentiment, ils venaient en famille avec leurs enfants. C'était des ambiances très festives, très familiales, très élégantes, très riches en couleurs, en poésie et en musique. Et ils ont interdit ça. Quand ils ont fini par terroriser toutes les régions d'Algérie, Oran, l'ouest algérien, l'est algérien, El-Naba, Constantine, et ils se sont attaqués à Alger et ils ont neutralisé Alger en déployant 70 ou 80 000 flics, y compris les flics en civil du DRS. Et à ce moment-là, les Algériens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transféré le centre de la contestation nationale à Tizi Ouzou, et c'était ça qui a fait très mal à la dictature algérienne. Donc ils devaient se venger, ils devaient isoler la Kabylie, ils ont élaboré un plan criminel de mise à feu de toute la Kabylie, ils ont monté... Mais Adel Jabbar, ce sera ma dernière question pour vous. Ce régime s'est précipité pour nous dire c'est le MAC et Rached qui ont allumé les feux de forêt. Bon, tout le monde sait que ce n'est pas vrai, que c'est cousu de fil blanc. Mais nous, quand je dis nous, ça veut dire vous, moi, et un peu toute l'opinion publique algérienne, parce que chat échaudé craint l'eau froide, parce que nous connaissons ce régime, ses méthodes, son terrorisme pédagogique. Quand nous disons c'est ce régime qui a allumé les feux de forêt, est-ce que là...
aussi il n'y aurait pas un procès d'intention? Non, 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 je ne suis pas en train de dire ils ont allumé. Je n'ai pas vu la main qui a allumé, mais le fait d'être incapable de protéger des populations est un crime. Le rôle d'un État, c'est de protéger un pays, de protéger son peuple, de protéger le pays. Ils ont failli sur ce plan. Ils ont totalement failli. Ils ont laissé faire. Ça s'est propagé. Les gens ont cramé. Il y a eu 220 ou 240 morts, je ne me rappelle plus du chiffre, parce que ça fait très mal. Et puis, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pris aucune disposition. Même les Jounoud qui étaient là-bas, on les a vus avec des mitraillettes et des branches pour éteindre le feu. Moi, pour faire très court, je vous dis, ce régime qui est une véritable dictature, une autocratie crasse, est toujours dans la théorie du complot. Parce que la théorie du complot, je vous lis ce que j'ai écrit ce matin, elle permet de justifier la répression et montrer que la nation est menacée par une vaste conspiration. La dictature se voit obligée de prendre des mesures exceptionnelles débitées d'une façon sibylline, signifiant généralement non seulement l'arrestation et la torture des milliers de personnes. On voit aujourd'hui, ils arrêtent, ils torturent, et ça n'émeut plus personne. En vue de leur arracher des aveux, mais aussi des disparitions et des exécutions extrajudiciaires, comme en 92, une grande partie de l'opinion publique abusée fermera les yeux. Aujourd'hui, on voit un délitement de la société algérienne parce qu'elle est tétanisée, elle est sidérée, elle est apeurée. Les gens ne parlent plus. J'avais parlé à quelqu'un en Algérie qui m'a appelé parce qu'il étouffait. Il me dit « Je n'arrive plus à trouver des gens avec qui échanger. Quand je rentre chez le coiffeur, on me dit motus et bouche cousue, ne parlez pas, ça ne nous intéresse pas du tout. » Donc, ce régime-là est dans son rôle. Moi, ce que je dis aux Algériens, il n'y a pas d'autre voie que celle de transformer ce Hirak en véritable révolution. J'appelle aussi du fond de mon cœur à tous les faiseurs d'opinion, tous les youtubeurs qui ont une écoute très importante, de faire un appel à la solidarité, à l'union du peuple algérien, ne comptant pas sur nos élites. Nos élites sont aujourd'hui complètement désintégrées, appelant à la mobilisation du peuple pour faire front, uni, dans la solidarité la plus totale, pour faire face à ce régime-là. Il ne partira pas comme ça. Nous sommes coincés. Il faudrait qu'on puisse sauver ce pays parce que ce pays-là est en train de s'effondrer. Ils sont en train d'aller vers une guerre qui ne nous concerne pas. Ils ont créé un ennemi intérieur. Ils viennent de créer un ennemi extérieur. Et puis, notre pays risquera de connaître des temps extrêmement durs. Merci. Merci Adel Jabbar, au plaisir de vous retrouver. Nous venons d'apprendre qu'à Kharrata, la situation se complique, qu'il y a des affrontements très violents avec les... Moi, j'hésite à dire les forces de l'ordre, les forces de la répression. Donc, nous allons passer quelques images que nous allons recevoir bientôt. Mais je ne résiste pas à la tentation d'appeler nos compatriotes au calme. Il ne faut pas prêter le flanc à ce qui est en train de se produire maintenant, qui est purement et simplement de la provocation pour pousser le peuple algérien à la violence, parce qu'ils savent qu'ils sont dans une impasse et que pour s'en sortir, ils ont besoin de violence. Donc, à nos compatriotes de Kharrata, doucement. Nous allons recevoir Qaddour Chouicha, syndicaliste, universitaire, défenseur des droits de l'homme. Qaddour Chouicha, merci d'être avec nous. Depuis Wahran. Merci pour votre invitation. Le bonjour à tous ceux et celles de Maralibia et le bonjour à tous vos invités. Merci. Alors, Qaddour Chouicha, l'ONU, le Haut Commissariat aux droits de l'homme, à travers son haut commissaire Michel Bachelet, très connu par ailleurs, est en train de prendre langue à travers une application qui s'appelle Zoom avec les peuples opprimés, les peuples qui rencontrent
des problèmes avec le régime respectif. Et donc, je crois que vous-même avez participé, je ne sais pas si c'est avec Michelle Bachelet elle-même ou avec ses collaborateurs, à une rencontre. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Sans plus de questions, je vous laisse nous en parler. Merci. Je crois d'abord qu'il faut rappeler que notre diaspora à l'étranger a mené plusieurs actions, que ce soit les associations, des groupes, ont mené plusieurs actions à Genève même, là où il y a le siège du Haut-Commissariat, pour demander à ce que le Haut-Commissariat regarde vers l'Algérie et prenne des décisions à la mesure de la situation. Donc ça a été plusieurs fois, et je crois que cette rencontre, qu'on le veuille ou non, est l'un des résultats de cette pression qui, j'espère, ne s'arrêtera pas. Donc effectivement, on a eu une rencontre avec même la haute commissaire, Michelle Bachelet. C'est vrai qu'elle n'est pas restée longtemps puisqu'elle avait une autre réunion qui concernait l'Afghanistan. Et vous savez très bien que l'Afghanistan, c'est devenu un problème numéro 1 mondial. Tous les gouvernements en font une priorité. Mais elle a tenu à participer à la réunion avec nous, ainsi qu'avec son staff qui était chargé du Moyen-Orient, et à donner son avis sur ce qui se passait en Algérie, leur vision. Donc nous, ce qu'on a retenu, c'est que le Haut-Commissariat est vraiment conscient de la dégradation nette des droits en Algérie, quels que soient ces droits, c'est-à-dire des libertés individuelles, liberté collective, liberté de presse, liberté de manifestation, la justice. Je pense qu'il est vraiment conscient de la gravité de la situation et qu'il demande même s'il a des informations, qu'il demande aussi à être fourni à chaque fois d'informations. Maintenant, il y a le problème des mécanismes d'intervention qui posent problème. Quand est-ce que le Haut-Commissariat intervient? Donc je pense que c'est à nous maintenant qu'on est sûr qu'ils sont au courant, qu'ils savent ce qui se passe, maintenant c'est à nous de continuer à faire pression pour que les Mais faire pression comment, Kaddour Chouicha, quand on voit, quand on évalue la situation, la gravité de la situation en termes de violation des droits de l'homme, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous envisagez réellement d'entreprendre, vous et les autres militants des droits de l'homme, comment faire? Quel recours pourriez-vous avoir? Ce n'est pas une seule question de militants des droits de l'homme, c'est une question des Algériens et des Algériennes. C'est pourquoi j'avais tenu à dire au début que c'est grâce à la pression de la diaspora qu'effectivement, qu'il y a eu déjà 2 interventions, n'oubliez pas 2 interventions du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Et je pense que ça continue parce que le simple fait qu'il y ait une réunion avec des militants algériens, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur, je pense que c'est un changement d'attitude. Parce que le Haut-Commissariat est une instance qui, dans le cadre du Conseil des droits de l'homme, où il n'y a que les intérêts froids des États qui sont en compte. Et pour la première fois, c'est les populations qui sortent, et les Algériens et les Algériennes qui sont sortis pour dire « Non, messieurs, votre vision des droits humains n'est pas la nôtre. Vous avez mis de côté ce qui se passe en Algérie et nous demandons à ce que vous vous tourniez vers l'Algérie et vous preniez des décisions à la mesure de la situation. » Donc, c'est pourquoi il y a eu cette réunion. C'est une avancée pour nous puisque ça ne se fait pas. Est-ce que vous pensez que le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies n'en fait pas suffisamment au regard de la gravité de la situation? Bien sûr qu'ils en fait. C'est très loin même par rapport à la situation, les décisions qu'ils ont prises, même si elles sont honorables, mais elles sont très loin d'être à la hauteur de ce qui se passe en Algérie. Mais c'est ce que nous avons tenu à dire en disant la dégradation est nette, et là ils n'ont pas dit le contraire, la dégradation est nette, surtout cette question de manipulation, de la question de tout le monde maintenant peut être accusé de terrorisme
même si on a écrit une simple phrase pour dire je ne suis pas d'accord avec Tebboune, on peut être accusé de terrorisme. Donc ils sont aussi conscients de cette ultime manipulation de la question du terrorisme, qui est très grave, puisque maintenant tous les Algériens peuvent être déclarés de terroristes, tout simplement. Donc je pense que nous avons essayé de leur montrer que leurs mesures jusqu'à présent sont tout à fait insignifiantes par rapport à ce qui se passe en Algérie. En ce moment, à Kharrata, Qaddour Chouicha, la situation est en train de dégénérer, la violence s'installe. Je vous laisse nous en parler. Est-ce que vous appelez au calme? Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur la question? Non, c'est vrai, j'appelle au calme, mais je n'appelle pas à l'absence de décision. Les gens ne sont pas nés pour être violents, c'est parce qu'on les agresse qu'ils deviennent violents. Donc maintenant, le seul hic que l'on a, c'est comment résister sans entrer dans le jeu de la violence. C'est tout un programme, c'est pas facile, parce que la colère est celle qui prend rapidement le dessus. Mais justement, nous voulons qu'il y ait de la haine chez les militants, mais sans qu'il y ait cette colère-là qui les pousse à répondre à l'affrontement. Mais nous sommes avec nos enfants, nos frères et nos sœurs de Kharrata. J'y étais allé moi-même pour manifester avec eux. Nous sommes avec eux de tout cœur. Et c'est normal que cet État-là se dise il y a un bastion qui est un peu un symbole. Nous allons essayer de le détruire. Donc eux résistent. Nous devons nous en parler, que ce soit au niveau interne, au niveau externe, pour leur demander de résister sans, comme vous l'avez dit, sans pencher, sans verser dans la violence pure, parce que c'est ce qu'attend ce pouvoir. Merci, Qaddour Chouicha, au plaisir de vous retrouver. Mourad Dioufsah, nous allons voir Elias Jbaili, nous allons voir quelques images qui nous parviennent de Kharrata et nous allons parler. Ce sont les seules images que nous avons reçues pour le moment, mais d'après les informations que nous avons reçues directement de Kharrata, il semble que ce soit assez violent. Nous allons peut-être recevoir d'autres images, mais on nous dit que la police a chargé, que la police aurait tiré des bombes lacrymogènes, qu'il y aurait un échange de bombes lacrymogènes et de cailloux, mais nous attendons donc la confirmation. Mais sinon, qu'est-ce que nous pourrions dire? Est-ce que ça ne pourrait pas dégénérer? Premièrement, bonsoir tout le monde. Et puis, bien sûr, une pensée à toutes les victimes donc, de ces dernières semaines, de ces derniers mois, hein, donc, partout en Algérie, qu'elles soient victimes du Covid ou des incendies ou bien de la répression. Moi, je pense que depuis quelques semaines maintenant, on est dans un scénario d'un régime qui
qui a décidé coûte que coûte de mettre un terme au Hirak. Je pense que si on ne part pas de ce premier point, on ne pourra pas comprendre ni ce qui se passe, ni ce qui va se passer après. C'est la première fois depuis février 2019 que des plans machiavéliques comme ce qui s'est passé à Tizi Ouzou et ce qui est en train de se passer là à Kharata sont mis en œuvre. Ça veut dire que le régime a changé de séquence politique. On est passé à une autre séquence. Et je pense que les citoyens algériens que nous sommes, et qui nous sommes attachés bien sûr à la démocratie, attachés à l'expression libre donc des Algériennes et des Algériens, attachés au recouvrement donc, de la souveraineté du peuple algérien sur toutes ses institutions et sur ses ressources, notre force, il est dans notre nombre. Il est dans notre nombre et dans notre unité. Il n'est pas dans notre capacité à affronter violemment ce régime. Le seul moyen que nous avons de gagner, c'est justement de préserver cette sérénité, de préserver cette force d'unité et de clarté dans les exigences. Parce qu'il y a une chose que ce régime ne peut pas contester, la légitimité, même la légalité des exigences. Parce que la souveraineté du peuple, elle est consacrée par la Constitution. Les citoyens qui manifestaient faisaient référence, bien que la Constitution est antidémocratique, mais faisaient référence à l'article 7 et l'article 8, qui sont effectivement des articles qui consacrent la souveraineté donc, du peuple algérien sur toutes les institutions et sur les ressources, parce que, y compris la question de la souveraineté du peuple sur les ressources, elle est consacrée constitutionnellement. Donc, nous avons le droit avec nous, nous avons la légitimité avec nous, et je pense que nous avons le nombre. Il reste à réaliser l'unité d'action. Mais il faut compter aussi avec la subversion du régime qui a tout fait pour diviser les Algériens, pour les dresser les uns contre les autres, pour leur faire croire à un ennemi extérieur, à un ennemi de l'intérieur, à un point où il y a une hystérisation de la société. Aujourd'hui, par exemple, si vous avisez de défendre le MAC ou Rachad ou le Maroc, on vous traite de harki, de traître à la nation. Je pense que la question personnellement, je pense qu'on n'est pas dans la réaction. On est dans l'action. On est dans l'action. Je ne défends pas le MAC en tant qu'organisation, je ne défends pas Rachad en tant qu'organisation, et je ne défends pas le Maroc en tant qu'État. Je défends le droit de tout citoyen algérien, quelle que soit son appartenance politique, philosophique, religieuse, linguistique, à défendre son point de vue, à s'exprimer, à s'organiser et à s'adresser au peuple algérien pour lui réclamer le suffrage. Et ça, c'est valable pour tous les citoyens. Et en se battant, et c'est ça le fondement de la démocratie. On ne peut pas défendre la démocratie si on ne défend pas le droit à celui avec lequel on n'est pas d'accord pour qu'il puisse s'exprimer, s'organiser et s'adresser au même titre que nous-mêmes au peuple algérien pour réclamer ses suffrages. Donc il ne s'agit pas de défendre le MAC, ni de défendre Rachad, ni de défendre l'État marocain, qui est un État réactionnaire, qui est d'une brutalité, d'une corruption indéchiffrable, etc. Mais ça, c'est une autre question. Nous ne sommes pas, à mon avis, il ne faut pas qu'on accepte donc, le poste de réaction qu'ils veulent absolument qu'on occupe. Nous sommes dans l'action. Le Hirak, c'est l'action. Le Hirak, c'est un processus révolutionnaire. Le nouveau scénario, le scénario machiavélique qu'ils ont effectivement commencé, c'est justement comment nous mettre dans une situation donc, de réaction. Et c'est pour ça que je pense, moi j'adresse un appel, et il a tout à fait d'accord, Adel Djebbar a fait un appel, et puis Qaddour Chouissa aussi, ils ont fait des appels. Je pense que le moment est venu pour dialoguer entre les militants du Hirak, les organisations qui sont dans le Hirak, dialoguer, discuter et ensemble décider donc d'actions unitaires partout où c'est possible.
C'est possible dans la diaspora qu'on le fasse. C'est possible en Algérie qu'on le fasse. C'est le seul moyen pour éviter justement qu'il y ait donc une évolution tragique comme ce qui est en train de se passer à Kharata, parce qu'il ne s'agit pas de dire aux citoyens de Kharata donner des leçons, on ne donne pas des leçons. C'est leur dire que, à mon avis, à mon humble avis, moi, militant, citoyen algérien, attaché à toutes les exigences du Hirak, notre force n'est pas dans notre capacité à opposer une violence à ce régime. Notre force, il est dans l'unité, il est dans notre nombre, et il est surtout dans la clarté de nos exigences qui sont légitimes et légales. Vous pensez que cet appel que vous venez de lancer, qui est réellement, je ne sais pas comment dire, très opportun en l'occurrence, vous pensez que le moment est venu pour les Algériens de se parler, de se rencontrer, d'essayer j'allais dire, de tracer une feuille de route, de voir. Vous pensez que le moment est opportun maintenant ? Je pense que l'histoire algérienne nous a appris, effectivement, que les révolutionnaires qui ont réussi à sortir par le haut des situations difficiles, c'est justement d'avoir une intelligence politique. Dans les années 40, en pleine situation, un écrivain avait qualifié cette période-là de minuit dans le siècle. En 1940, avec donc le manifeste pour la liberté, donc à l'initiative de Farhat Abbas, et ensuite qui a été rejoint par tous les autres courants, donc avec un amendement qui a été fait par Messali Hadj en 1943, il a donné naissance au mouvement d'organisation des Algériens qui n'a jamais été connu, ce qu'on appelle les Amis du Manifeste et de la Liberté. C'est des milliers, aujourd'hui, des historiens. Je discutais avec un historien dernièrement, qui a écrit d'ailleurs un livre, ce serait intéressant d'ailleurs de discuter avec lui. Il dit, ce sont des dizaines de milliers d'Algériens qui étaient organisés dans les AML. C'était pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était donc une période charnière. Il était minuit dans le siècle. Donc aujourd'hui, oui, c'est maintenant que les Algériens, justement, ont besoin qu'on discute, qu'on dialogue et qu'on décide d'agir dans l'unité pour éviter justement qu'ils nous poussent vers donc, une voie d'impasse. Parce que la violence, aujourd'hui, je considère, à mon avis, la violence, c'est une voie d'impasse. Nous n'avons absolument rien à gagner par l'utilisation de la violence, ni à répondre aux provocations donc, des forces de répression. Lies Jbeili, d'abord sur Kharata, sur ce qui est en train de s'y passer, qui pourrait dégénérer, à Dieu ne plaise. Moi, je lance en tant que citoyen algérien كمناضل الجزائري هنا في فرنسا مع الجالية الجزائرية في فرنسا. Je lance un appel que le Hirak شعارنا هو السلمية وسبيلنا هو السلمية. L'issue, c'est le pacifisme. Parce que le Hirak, il est né d'une fleur qui s'appelle le pacifisme. Nous avons donné une leçon de pacifisme. C'est la seule issue pour construire, aller au bout, un état de droit. Voilà, l'objectif, c'est quoi? Pour tous les Algériens. C'est quoi l'état de droit? Il faut le redire, à chaque fois, il faut le redire. Le concept de l'état de droit s'oppose à la notion du pouvoir arbitraire. C'est ça ce qu'on appelle l'état de droit. Dans un état, l'état de droit implique l'égalité devant la loi, la séparation des pouvoirs, et aussi que toute la puissance publique, elle est soumise à la hiérarchie des règles de droit. Donc, al-Qanoun, dawlat haqq wa qanoun. Alors, je fais un appel à nos compatriotes que je salue par leur patriotisme, par leur engagement en faveur du Hirak et en faveur d'un vrai changement radical pour notre Algérie. L'Algérie, elle est en danger. Donc ce système, ce régime, il veut faire tout son possible pour créer de la subversion, pour créer la division et pour créer ce sillon, creuser un sillon de violence. J'en suis sûr que les compatriotes de Kharata sont pacifiques comme à l'image de l'ensemble des... Mais justement, Lies, pardon de vous interrompre. Oui. Justement,
Et si c'était de la provocation, comme vient de le dire ou de le suggérer Mourad, je vais vous donner un argument normalement qui devrait être très convaincant. Quand on a posé la question au grand patron de la police au sujet de Jamal Ben Smaïl, pourquoi la police n'a pas tiré de coups de sommation, pourquoi elle n'a pas essayé de tirer ce jeune homme des mains de ces lyncheurs, il a dit non, 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 nous avons reçu l'instruction de ne pas provoquer la clameur publique, si on aurait tiré des coups de sommation, ça aurait fait exploser, il y aurait une déflagration qui serait devenue incontrôlable. On est d'accord? Moi je trouve que c'est très sage, à la limite. Hein, si on oublie qu'il y a eu un mort, lynché par la foule. Mais aujourd'hui à Kharrata, ils sont en train de tirer en l'air, ils sont en train de tirer des bombes, des trucs lacrymogènes, ils sont en train de foncer avec le camion moustache, comme on l'appelle communément, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, alors qu'il n'y a pas de menace contre la vie d'un homme. Il y a une manifestation pacifique. Alors, justement, comment ne pas penser qu'il y a provocation quelque part? Là où il y a 2 poids, 2 mesures, là, il y a un homme qui est sur le point d'être lynché et qu'on laisse se faire lyncher sans tirer un seul coup de feu en l'air, et de l'autre côté, des manifestants pacifiques qui sont très, très violemment réprimés. Moi, je vais faire rapidement la différence entre le lynchage et la mort de Jamal Ben Smaïl et ce qui se passe actuellement à Kharrata. Jamal Ben Smaïl, il a été livré. Il faut le dire que la police n'a pas fait son travail. Il a été livré pour ternir une région, pour salir une région et pour stigmatiser une région. Parce que le centre de gravité, le centre de la contestation, il est localisé dans cette région. Donc pour dire, regardez, il y a Hirak Kabyle, il n'y a pas Hirak national. Quasiment, c'est pour braquer tous les regards des Algériens vers cette région. On l'a toujours dit, d'ailleurs vous l'avez toujours dit justement, que le régime cherche par tous les moyens de labelliser entre guillemets un Hirak Kabyle et pas un Hirak local Kabyle et non un Hirak national. D'accord? Pour ghettoisé. Ghettoiser. Comme ils ont ghettoisé, par exemple, le FFS, le RCD. Absolument, ghettoiser, et je vais utiliser le terme... Comme ils ont ghettoisé la revendication amazigh. Absolument. Voilà. Je vais utiliser le terme de Adel Jabbar, enfin je l'utilise pour ethniciser aussi la révolution. Oui, absolument. Pour ethniciser la révolution. Donc, au fait, c'est des manipulateurs de masse, tout est mensonger, on est tout dans la manipulation. Moi, je dirais... Là, on voit une provocation du bras armé, oui, tout à fait, du pouvoir, parce que la police, c'est plus une police républicaine. Elle est dans la provocation. Et qui vous dit qu'il n'y a pas des infiltrés qui sont venus à Kharrata pour semer le chaos? Qui? Je peux ouvrir le débat, je peux analyser les choses. On peut déplacer des éléments d'une région à une autre, d'un point A à un point B. Donc, connaissons de loin ou de près Kharrata, qui est une ville pacifique et qui a donné maximum durant la révolution en 1945 et même le Kharrata, le Hirak de 2019, je pense que c'est une ville qui a des militants qui vont comprendre que c'est une manipulation du régime qui fait tout en sorte pour engendrer la violence. En creusant le sillon de la violence, il va engendrer la violence et qui va lui ouvrir certains boulevards, pourquoi pas, pour déclarer l'état d'urgence. Très bien. Alors, il se pourrait que nous revenions sur le sujet de Kharrata en fonction des informations que nous allons recevoir. Et il est fort possible que dans le reste de l'Algérie, les gens puissent répondre à ce blackout qui est mis sur Kharrata, puisque la presse n'en parle quasiment pas. Nous sommes quasiment les seuls à en parler en ce moment. Je ne sais pas si Berbère TV s'est saisi du sujet. Alors, il y a une question que je voudrais vous poser. Des incendies qui ont ravagé l'Algérie, Kabylie et d'autres régions. Le plus étonnant, le plus incroyable, est qu'il n'y a pas de bilan officiel. C'est incroyable. Une tragédie sans précédent.
Certains parlent de 215 morts. Mais ce sont des sources qu'il est impossible de vérifier. Ouais. Les seules sources un peu crédibles, et encore où il y a des contradictions, c'est le communiqué du ministère de la Défense qui parle de 25 soldats morts dans un endroit du côté de Tizi Ouzou et 7 autres ailleurs, dans la 5e région. Ils n'étaient pas équipés. Hein. Alors, le comble, c'est que celui qui avait la déclaration et le communiqué a dit que ce sont des soldats qui sont morts en martyrs pour se porter au secours des populations, alors qu'en fait, ce n'est vraiment pas le cas. Ce sont les populations qui sont allées à leur secours parce qu'ils étaient en poste avancé au milieu des forêts, qu'ils ont été encerclés par les incendies, qui sont morts en victimes de l'incendie et non pas en combattant le feu ou en essayant d'aider leurs compatriotes. Donc, beaucoup de sources parlent de 57 morts. Des sources télévisuelles, des chaînes de télévision, 57 soldats morts, alors que le ministère de la Défense parle de 25 et 7, ça veut dire 32. Dans un autre chiffre, il parle de 25 et 7 et 3, je ne sais pas quoi. Et on parle, les chiffres officiels parlent d'une 60aine de morts. Les chiffres officiels, relayés par l'APS, relayés par le Moujahid, relayés par un peu quelques chaînes de télé inféodées au régime. Mais les gens des régions sinistrées disent « mais c'est un scandale. Comment osent-ils parler de 60 morts alors que nous avons recensé plus de 200 morts ?» Et le comble du comble est que cet État, non seulement il n'a pas fait de conférence de presse, non seulement il n'y a pas eu d'éloges funèbres ni de condoléances présentées par le président de la République, non seulement il n'y a pas eu de communiqué du ministère de l'Intérieur et du communiqué de la protection civile, ça veut dire les sapeurs-pompiers, c'est à se demander. On sait qu'il y a une carence de l'État. On sait que cet État, c'est d'où le titre, hein, pouvoir public algérien entre carence et gesticulation. D'un côté, c'est complètement absent, et de l'autre, plein de gesticulations, l'ennemi extérieur, l'ennemi intérieur, le terrorisme, le makarachet. Et à ce point, on ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces incendies, et on ne connaît même pas le chiffre, le nombre des victimes. Je pense que ce qui vient de se passer n'est qu'une expression, à un moment donné, de la nature même donc, de ce système et bien sûr des institutions sur lesquelles il s'est appuyé pour produire les différents régimes durant maintenant une 60aine d'années. Je pense que un système qui a eu pendant plus de 20 ans 2 premiers ministres qui se relayaient les uns derrière les autres. Il a fallu attendre plus de 20 ans pour qu'il y ait un processus révolutionnaire pour ensuite les mettre en prison. Les deux, avec une vingtaine de leurs ministres, avec tous les généraux qui ont gouverné. Donc on voit bien, il ne s'agit pas d'une institution, il ne s'agit pas d'un gouvernement. Les premiers ministres, les directeurs centraux, les généraux, c'est ça les bases du sommet de l'État. Les bases du sommet de l'État. Je parle bien du sommet de l'État, parce que certains voudraient nous faire croire que ces gens-là n'étaient pas à la tête du sommet de l'État. Le pouvoir réel. Le pouvoir réel et de l'État. Ça veut dire que du haut jusqu'en bas, quand ils étaient aux commandes, tout le monde obéissait. Tout le monde obéissait. Tous les gens qui étaient en dessous d'eux, toutes les institutions de l'État, toutes, élues ou autres. Donc quand on a un système comme celui-là, effectivement, à mon avis, il n'y a pas à se poser il n'y a pas à avoir je dirais, d'hésitation à dire que dans ce qui vient de se passer concernant donc, la situation donc, des incendies, le fait qu'effectivement il n'y a pas d'information, etc., ce n'est pas seulement une carence. Je pense que nous sommes dans une manipulation. Non, je pense que nous sommes dans le cas où l'État est devenu sénile.
il est devenu sénile. Il est d'une sénilité dont ce qu'on vient de dire exprime effectivement son réel. C'est des symptômes de cette sénilité. Il ne parle pas, il ne sait pas compter, il ne sait pas gérer, il ne sait pas rassurer, il ne sait pas aider, il ne sait pas utiliser les moyens qu'il a. Et il ne sait pas partir à la retraite. Il ne veut pas, il veut rester. Il veut rester. Alors que la moyenne d'âge est de 80 ans. Et je pense, il veut rester coûte que coûte. La seule question qu'il traite, la seule question, à mon avis, les gens qui sont aujourd'hui aux commandes, la seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord entre eux, c'est qu'ils restent. Pas pour ça. Ça, ils sont d'accord entre eux. Et y compris là-dessus, c'est que tellement ils ne se font pas confiance les uns aux autres, donc c'est l'affrontement qui va occuper le plus haut poste. C'est pour ça que, moi je pense, encore une fois, on a vu, les gens qui ont fait face, ce sont les citoyens organisés. Oui. Il faut de l'auto-organisation. Il ne faut compter que sur soi-même. Il faut aujourd'hui le Hirak. L'autodéfense. Aujourd'hui, les militants du Hirak, à mon avis, ils doivent faire un effort d'organisation politique. Parce que c'est pas en ramassant, donc, on ne peut pas changer donc d'état, de situation, en passant 80% de notre temps à ramasser des médicaments. Il faut de la solidarité. Oui. Mais un militant politique, c'est un militant politique. Un militant qui fait de la solidarité, l'humanitarisme, c'est autre chose. Oui. Voilà, donc à mon avis, c'est très important. Donc j'introduis ce point-là parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de... Y compris parce que c'est aussi l'un des moyens de nous désorganiser. Yes, Jbaili, sur cette question, très franchement, pourquoi il ne veut pas donner les chiffres, ou alors pourquoi il ne peut pas donner les chiffres? Est-ce qu'il est dans une volonté délibérée de cacher les chiffres à la population, à l'opinion publique internationale, ou alors est-ce qu'il est juste incapable de rassembler les statistiques et de connaître le vrai nombre des victimes? En fait, moi, pour répondre à cette question, on essaie d'analyser les choses. On est en face, il y a quoi? C'est un régime. Ce n'est pas un État, parce qu'il faut faire la sémantique. Le régime, c'est-à-dire l'État algérien reste à vie, le patrimoine du peuple algérien, les régimes disparaissent. Donc, il faut préserver l'État algérien. Si on parle du régime, le régime, depuis qu'il s'est installé, depuis 1962, moi, je n'ai jamais voulu remonter le cours de l'histoire pour ne pas rester otage de l'histoire, pour qu'on puisse avancer. Depuis 1962, il y a une multitude de carences en termes de gouvernance politique, économique, parti unique, ainsi de suite. Maintenant, en fait, moi, le jour où vous vous rappelez Gaïd Saleh, il a activé l'article 102 pour faire tomber le mandat de Bouteflika, et de suite, il a utilisé Khawa Khawa. Le peuple algérien, il a répondu que nous voulons l'activation de l'article 6 et 7, c'est-à-dire récupérer notre souveraineté. La souveraineté doit revenir au peuple. Donc il ne faut pas être étonné que ce régime, il va faire tout son possible pour créer des camps de révolution, pour manipuler les masses, pour créer la diversion. Il est dans son rôle, dans son genre, parce qu'il ne veut pas laisser céder. Il n'a pas compris, je ne sais pas pourquoi il n'a pas, à l'instant T, il ne comprend pas que les patates sont cuites, que le peuple algérien ne va plus revenir en arrière. On est arrivé à un point irréversible. C'est un point non-retour. Vous prenez un truc élastique un certain temps, quand ça se plie, c'est fini, un point non-retour. Donc le peuple algérien, il ne va plus revenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est défaillant. Il est défaillant en termes de gouvernance, en créant un petit peu cette stigmatisation, Mak, Rachad, Kabylie, ethnicisation de la révolution. Vous vous rendez compte? Il n'a même pas voulu faire appel à l'aide internationale. Il y avait plus... C'est vrai, il n'a pas donné un chiffre, un bilan. Il a refusé celle de la Tunisie, du Maroc, des trucs funèbres. Il a accepté celle de Macron. Rendre hommage. Non, même pas accepter de Macron. Après, c'est Macron qui a imposé. Enfin, c'est l'initiative de Macron qui a dit demain, il y aura 2 Canadaires qui vont partir en Kabylie.
Alors, je me permets de vous interrompre. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission et nous allons recevoir Nabila Ismail. Mais avant, vous savez, les Jeux paralympiques, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Hein? Oui, paralympique. Vous savez que les personnes en situation de handicap en Algérie sont parmi les plus malheureuses du monde. Pour vous donner un chiffre comme ça, ils perçoivent entre 3 000 et 4 000 dinars par mois, l'équivalent de moins de 20 euros. Et je ne parle pas du reste, hein, pas d'aménagement de l'espace, pas d'aide, pas d'emploi, pas d'assistance, pas de maison spécialisée. Les personnes en situation de handicap, athlètes algériens, ont fait des médailles d'or. Hein. C'est incroyable, hein. C'est une moisson de médailles d'or entre hier et aujourd'hui, c'est incroyable. Mais ce qui a attiré notre attention est cette accolade entre deux sportifs, un Algérien et un Marocain. Nous allons la regarder d'abord. Voilà, l'Algérien qui a remporté la médaille d'or et son compétiteur marocain qui vient lui faire une accolade. J'aimerais voir la photo. Ouais. Voilà, belle photo, magnifique photo de l'Algérien et du Marocain qui représentent à travers cette accolade leur peuple respectif pour montrer un peu comment nous sommes attachés les uns aux autres en espérant que les choses s'arrangeront entre les peuples. Nous allons écouter aussi rapidement M. Belmadi, l'entraîneur, le sélectionneur algérien, mais alors il a dit des choses, il a dit quelque chose d'absolument incroyable. Bouteflika qui dit nous sommes capables de préparer 2 coupes du monde. M. Belmadi répond qu'il n'y a pas un seul stade valable. Regardons-le. يبدو أننا في حيرة من أمرنا بالنسبة للرياضة إخواني أخواتي. أما الإمكانيات فهي موجودة، أما المؤسسات فهي موجودة، أما التسهيلات بالنسبة للرياضة فهي موجودة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شماله إلى جنوبه. ربما لا تعرفون بأن بلدكم الآن لها القدرة لتستضيف 2 لكوب دي موند، 2 مش واحدة. Que ça, puisque moi je suis aussi de cet avis que c'est du sabotage et que c'est pas des conditions climatiques et que c'est pas ce fameux champignon. Il y a que chez nous les champignons. On a mané les champignons de chauffe-eau, fait les terrains pourris, les champignons. Donc il y a aucun pays au monde qui a d'histoire de champignons. Il y a que nous l'Algérie qui a de champignons. Et je vais vous dire, je vais être un peu plus amer. Quand je vois ce qui se passe là, je me dis clairement, et ça va faire mal hein, ce que je dis, mais c'est ce que je ressens. Même nous, on aurait dû demander à être délocalisés. Il n'y a pas un terrain. Et les malins qui viennent me dire, on a le terrain d'Oran. Le terrain d'Oran, déjà, ils ont fait un barbecue il n'y a pas longtemps. Moi, je ne viens pas jouer dans des terrains où on fait des barbecues. Deuxièmement, je ne sais pas si c'est dû au barbecue ou si c'est dû aux conditions climatiques. Le terrain, il est pire que Tchaker. Donc, qu'on ne vient pas me raconter de bêtises. 5 juillet, on est à 55 matchs l'année, il est dans un état déplorable aussi. Il n'y a pas de terrain en Algérie. C'est un fait. Celui qui est pas content, il faut mettre. Maître Nabila Ismail est avec nous. Merci, maître, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, mais respect à vos invités. Merci. Alors, maître Nabila Ismail, à Kharrata, en ce moment même, il se passe des choses. Il semble qu'il y ait de la violence dans l'air. Et ce qui nous a beaucoup étonné est que la police est en train de réprimer, de tirer des bombes lacrymogènes, de charger. Et ça nous a rappelé qu'il n'y a pas longtemps, le patron de la police avait dit, quand on lui avait posé la question au sujet de Jamal Ben Smaïl Berahmou, pourquoi la police n'a pas tiré de coups de sommation et qu'elle n'est pas intervenue, il a dit non, nous n'avons pas voulu compliquer la situation et provoquer une déflagration populaire. Alors et là, on ne comprend pas. Quand il s'agit de sauver un homme d'un lynchage, on n'intervient pas. Et quand il s'agit de réprimer une manifestation pacifique de citoyens qui revendiquent un état de droit, on tire et on intervient.
Nabil Ismail. Vous n'êtes pas sans savoir que chaque réaction de ce pouvoir est une vengeance de la révolution populaire. Donc tout ce qu'ils disent dénote et démontre à quel point ils profitent de toutes les situations pour reprocher au peuple d'avoir mené une révolution pacifique. Parce que le peuple ne leur a pas donné l'occasion d'utiliser la violence et de justifier la violence pour le maintien de l'ordre. Ce qui se passe à Kharrata et ce qui se passe à travers tout le pays, il y a une colère, il y a un sentiment d'injustice, il y a un sentiment de révolution détournée, tout comme la révolution 54, d'une indépendance détournée, tout comme l'indépendance en 62. Donc il y a une colère, il y a une mauvaise prise en charge de la question de tout ce qui concerne le citoyen directement. Et il y a une instrumentalisation gravissime de la justice. Il y a une volonté de pénaliser le Hirak, parce que les tenants du pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir ont salué le Hirak, ils l'ont même constitutionnalisé dans le préambule de la Constitution parce qu'il leur a permis d'arriver au pouvoir. Mais à partir de là, à partir du moment où ils ont pris le pouvoir, le Hirak est devenu quelque chose à bannir et quelque chose à pénaliser. Donc il y a cette colère, il y a ce deux poids, deux mesures. Quand on ne tire pas deux coups de sommation pour disperser une foule et sauver une vie, là c'est pour maintenir l'ordre public. Mais quand on réprime une marche pacifique, là aussi c'est pourquoi. Donc vous savez, nous avons affaire à un pouvoir qui a choisi le tout sécuritaire au lieu de choisir d'ouvrir un dialogue et d'ouvrir une négociation et de se mettre à table pour régler le problème politiquement et pas sur un plan sécuritaire. Moi, ça me fait de la peine d'entendre la Mamara, d'entendre la Mamara inviter les antagonistes en Libye pour se mettre à table et régler le problème politiquement entre bien. Et je vois que chez nous, ce qui est valable ailleurs n'est pas chez nous. Le problème est purement politique, il n'est pas sécuritaire. Il n'y a aucune raison de maintenir des détenus d'opinion en prison que parce qu'ils ont publié leur opinion sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune raison de maintenir un chef d'un parti politique comme Kharras en prison sans aucun procès que parce qu'il a dit ce que tout le monde pense et il doit le dire en tant que chef politique. Nous sommes en face d'un régime qui a le déni du peuple et le déni de toute action politique. Ils sont en train de travailler pour pénaliser et criminaliser l'action politique. Donc c'est ça qui n'est pas normal. Vous savez que le PAD a rendu public hier un communiqué où il fait état de tout ce qui s'est passé pendant ces 3 derniers mois, de la gestion chaotique de la Covid, du manque d'oxygène, des pénuries d'eau, des incendies qui n'ont pas encore tout révélé sur les auteurs, les commanditaires et les raisons pourquoi il y a eu ces incendies, pourquoi il y a eu autant de morts et pourquoi on n'a pas sauvé des vies au moment où il le fallait, pourquoi les Canadaires sont arrivés 5 jours après et pourquoi ils sont arrivés après avoir enregistré plus de 190 morts. Donc toutes ces questions-là, il faut trouver quelqu'un pour répondre. C'est le seul pouvoir au monde. Nabil Ismail, quand vous dites plus de 190 morts, les chiffres, ils viennent d'où? Les chiffres, ils viennent de la réalité, ils viennent du terrain, ils viennent de... Oui, mais il n'y a pas de bilan officiel venant d'une source étatique. Il y a des sources et d'autres. Certains parlent de 220, 225, 180, 190, 195, 57 soldats, 43 soldats, 27 soldats, on ne sait pas. Je parle de 190 morts les 5 premiers jours des incendies. Mais depuis à ce jour, on en compte plus de 200. Et pourquoi Tebboune n'a pas présenté ses condoléances? Pourquoi il n'y a pas eu une journée de deuil? Pourquoi il n'y a pas eu une cérémonie officielle, à votre avis? J'aurais souhaité que vous ayez, en tant que journaliste professionnel, l'occasion de lui poser la question à lui. Parce que moi, je ne peux pas répondre. Il n'y a pas de chance que ça puisse arriver.
Je ne peux pas répondre parce que pour moi, je considère que c'est un mépris, je considère que c'est une, c'est ajouté au malheur de ces familles-là, c'est ajouté ce mépris, ce déni d'existence. Il y a plus de 200 familles endeuillées. Et pourquoi je le dis? Parce que nous avons fait le tour, nous avons vu ces familles-là, nous nous sommes rendus au chevet des malades. Et il y a encore plus d'une vingtaine de malades qui sont très, très gravement atteints à Douira. Il est vrai que M. Tebboune est parti rendre visite à ces brûlés. Et il a aussi promis de les envoyer à l'étranger pour des soins plus intensifs. Et là, on se retrouve en train de lancer des appels Merci. pour fournir des pommades, pour fournir encore des aides et des pansements et des tuiles gras et des pansements et des pommades anti-brûlure. Donc, moi, je voudrais vous dire une chose. Je voudrais vous dire que la solidarité dont tu as fait la solidarité qui est venue du cœur des Algériens, a démontré encore plus que le Hirak prend des formes pour s'adapter à toutes les situations. Cette solidarité est une forme de Hirak, est une conséquence directe de cette fraternité qui est née un 22 février. Et merci, je me permets de vous interrompre, Maître Nabil Asmaïl, en vous remerciant. Merci à Mohamed Hamali, merci à Khadour Chouicha, merci à Elias Jbaili, merci à Mourad Yefsah, merci à Adel Jabbar. Merci. Quelque chose de très vite. Rapidement, il faut que le Hirak, oui, tout à fait, c'est une obligation, on est dans l'obligation. Il est très important. Ce Hirak, un mouvement horizontal, toutes les révolutions ne peuvent pas rester horizontales. Il faut l'organiser, le structurer, je dirais même l'outiller par un programme pour renverser le rapport de force face à ce régime dictatorial. Dernier mot. C'est par rapport à l'association du MAC, de Rachad avec le gouvernement marocain en vue de former un front intérieur. À mon avis, il y a un danger. Il y a un danger qui fait partie de ce scénario machiavélique. Je viens de lire la déclaration du PAD. C'est contradictoire, il y a 2 paragraphes. Il y en a un qui fait effectivement un front intérieur contre l'étranger, etc. Nous sommes vraiment dans cette manipulation. On ne peut pas aujourd'hui abandonner la lutte pour la libération des détenus politiques, la lutte pour la libre expression de tous les citoyens algériens, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur organisation. On ne peut pas former un front intérieur avec un régime qui terrorise les citoyens et qui laisse des milliers de citoyens sans défense face à l'incendie, face à tous les maux de la société. Merci beaucoup. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir prêté votre attention. En espérant vous revoir donc demain et les jours d'après. Khawala khair, b'slama.